Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour, Garland Nixon ici. Nous passons du temps avec Scott Ritter. Mon Dieu, il y a toutes sortes de folies en cours maintenant. Je veux dire, vous voyez. Et pourquoi est-ce que je ris? Parce que vous connaissez le vieux dicton, il faut rire pour ne pas pleurer. Et vous regardez ça, l'une des choses que vous savez, et je sais que vous êtes un gars comme moi, vous savez, les gens ont toutes sortes d'idéologies, mais vous savez, j'ai quitté l'ACLU pour plusieurs raisons, mais j'ai fait partie de l'ACLU. Et j'étais avec l'ACLU parce que je croyais en la Constitution et je me concentrais vraiment sur les 10 premiers amendements. Vous savez, la Déclaration des droits de la Constitution. Et comme exemple, Scott, laissez-moi vous donner un exemple de combien je croyais en la Constitution et le processus. Le kéké, qui ne m'aimerait probablement pas beaucoup, a demandé un permis pour défiler. Nous avons pris l'affaire. Annapolis a dit non. Et nous avons dit temps mort. La Constitution dit que nous pouvons finalement. Ils ont des opinions odieuses, mais nous devons protéger ce droit car d'autres personnes viendront. Les gens ont le droit d'avoir une. Ils peuvent avoir une contre-manifestation et la police peut venir là et s'assurer qu'il n'y a pas de vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez exercer vos droits, ce garantis par la Constitution. Et je suis passé à la télévision partout à Baltimore et à Washington et des amis m'ont dit « Garland, tu es un fou ». Et j'ai dit « ça n'a rien à voir avec le KKK. Il s'agit du principe du droit, n'est-ce pas? Ou si vous croyez en la Constitution, cela n'a rien à voir avec qui, n'est-ce pas? » Et il a dit « eh bien, Trump a fait ci ». J'ai dit « je ne crois pas qu'il arrive à Trump en ce qui concerne beaucoup de ces accusations. Je ne crois pas que ce soit juridiquement solide. Je n'aime pas ça, peu importe que j'aime Trump ou non. Vous devez avoir une croyance dans l'état de droit. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Je vois des démocrates, eh bien, Trump a fait ceci ou cela, ou des déclarations stupides. Mais ce qu'ils ne feront pas, c'est dire d'accord, Donald Trump a violé l'état de droit. Constitutionnellement, maintenant, le Congrès a le devoir de le tenir responsable. Vous n'avez pas de constitution. Les tribunaux et vous savez, il y a 3 domaines, n'est-ce pas? Et les 3 doivent agir. Je me fiche de ce que dit la Constitution et je me fiche que vous soyez membre du Congrès et que vous l'accusiez de violer la Constitution. Vous avez le devoir et le droit d'agir, pas d'écrire une déclaration fortement formulée. Et donc, à mon avis, ces membres du Congrès, même ceux qui le condamnent, s'ils refusent de déposer un article de destitution, de prendre des mesures, ils sont tout aussi coupables que lui, car ils ne respectent pas leurs devoirs. Que ce soit pour des raisons idéologiques, que ce soit APEC, je m'en fiche, Scott. Non, vous avez 100% raison. Je vais juste rappeler au public américain et au public international que les États-Unis sont une république constitutionnelle. Vous savez, on m'a rappelé hier soir dans Ask the Inspector, ils ont joué une scène du film Bridge of Peace. Tom Hanks est l'avocat qui représente un agent soviétique qui est échangé contre un espion américain. Laissez-moi deviner, c'était Powers, le pilote. Mais il a une conversation avec la CIA, un agent de la CIA, et il a dit, vous savez, l'agent de la CIA était comme, vous savez, ne vous prenez pas pour un noble, vous savez. Nous n'avons pas de livre de règles ici. Et Tom Hanks a dit, vous savez, quelle est votre origine? Allemande? Mes origines sont irlandaises. Nous ne sommes pas les mêmes, mais nous sommes tous les 2 Américains. Et la seule chose que nous avons en commun est le livre de règles, la Constitution qui nous définit. Et j'essaie de dire cela à autant d'Américains que possible, parce qu'il y a tout un tas de gens là-bas, vous savez, les types MAGA, vous savez, les types America First, c'est pour cela que j'ai voté. Je me fiche de ce pourquoi vous avez voté. Parce que si ce pourquoi vous avez voté est incompatible avec l'état de droit, alors vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous ne pouvez pas voter pour, vous savez, le gouvernement fédéral abusant de ses pouvoirs, que ce soit au niveau national ou à l'étranger. La majorité, 99% des Américains pourraient voter pour quelque chose, mais si c'est anticonstitutionnel, c'est anticonstitutionnel. Et si nous allons de l'avant avec cela, bien que cela puisse plaire à la foule, cela signifie que nous ne fonctionnons plus en tant que république constitutionnelle, et c'est la fin des États-Unis d'Amérique. C'est aussi simple et basique que cela. Les gens doivent apprendre la Constitution. Et je ne veux pas être insultant, mais je vais être insultant envers la grande majorité des Américains là-bas. Si vous deviez passer un test de qualification sur la Constitution pour conserver votre citoyenneté américaine, vous perdriez votre citoyenneté parce que vous ne savez rien de la Constitution, ce qui signifie que vous n'êtes pas un très bon Américain, pour être honnête. Tous ces types MAGA qui agitent des drapeaux échoueront au test constitutionnel. Donc ils sont nuls en tant qu'Américains.
et ce qu'ils devraient faire. Sauf que ce n'est pas constitutionnel, ils devraient perdre leur citoyenneté. Mais vous savez, ils sont nés ici et sont donc des citoyens américains. Oh, attendez, Donald Trump essaie aussi de réinventer cela. Nous avons un président en ce moment pour qui l'état de droit n'a simplement pas d'importance. Je veux dire, Stephen Miller est sorti et a dit « Non, il ne s'agit de rien d'autre que de force et de puissance. La force prime le droit. Nous ferons ce que nous pouvons. » Ils ont publié un document de stratégie de sécurité nationale en novembre qui cède essentiellement tout l'hémisphère occidental aux États-Unis, y compris toutes les ressources. Les gens pourraient être surpris de découvrir maintenant que les États-Unis considèrent le pétrole du Venezuela comme le leur. Mais nous considérons également le lithium en Argentine, au Brésil et en Bolivie comme le nôtre. Nous considérons le pétrole du Canada comme le nôtre, les ressources du Groenland comme les nôtres. Le corollaire de Trump est que tout ce qui se trouve dans l'hémisphère occidental nous appartient. Non, vous savez, aucune puissance non hémisphérique ne peut avoir son mot à dire sur les ressources de cette région et comment elles sont exploitées. Tout doit passer par l'oncle Sam. Les gars, vous savez, vous pouvez vous vanter autant que vous voulez. Vous pouvez vous envelopper dans le drapeau autant que vous voulez. La Constitution dit que lorsque le président des États-Unis signe un traité et qu'il a été ratifié par l'approbation des tiers du Sénat des États-Unis, cela devient la loi suprême du pays. John Marshall est le juge, Simpson, je crois que c'est son nom, tous deux, vous savez, des précédents très importants à la Cour suprême où ils disent exactement cela. La loi suprême du pays, les traités ont ce poids, à moins d'être modifiés par le Congrès. Il doit y avoir des actes législatifs. Et lorsque cela se produit, alors les tribunaux peuvent intervenir parce que, comme vous l'avez mentionné, nous avons 3 branches de gouvernement distinctes, mais égales. Aucune branche individuelle ou branche opérant de concert avec une autre ne peut dicter. Les 3 doivent être alignés, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc nous sommes signataires de la Charte des Nations Unies. Bon sang, nous avons écrit ce fichu document et le Sénat l'a ratifié. Mesdames et messieurs, c'est la loi suprême du pays. Le Congrès n'a pris aucune mesure législative pour modifier la Charte ou d'une manière ou d'une autre changer nos engagements au titre de la Charte. Par conséquent, l'article IV, section 2 de la Charte, interdit aux nations de mener des actes de guerre contre d'autres, sauf en cas de légitime défense, et la légitime défense est clairement définie. Il y a eu une permission donnée par une résolution en vertu du chapitre V1 de la Charte par le Conseil de sécurité. Donc, quand le président Trump envoie, je suppose, 500 soldats américains à Caracas pour enlever le dirigeant du Venezuela, c'est un acte de guerre et c'est illégal au regard du droit international. Et donc, parce que la loi citée est la Charte des Nations Unies et qu'elle est, c'est la loi suprême des États-Unis, c'est illégal aux États-Unis. De plus, il y a le fait supplémentaire que le président ne peut pas déclarer la guerre, c'est le Congrès qui le fait, seul le Congrès le peut. Le président ne peut pas dire « je ne vais pas parler au Congrès il pourrait le divulguer. Je ne vois pas la mise en garde dans la Constitution qui dit que si vous croyez que le Congrès va le divulguer, vous ne pouvez pas. Vous avez le pouvoir de ne pas vous y conformer. Tout ce que nous faisons au Venezuela est illégal aux États-Unis constitutionnellement et au regard du droit international. Parce que ce droit international et la Charte le rend inconstitutionnel au départ. Si vous encouragez cette guerre, vous êtes aussi anti-américain que possible. Cotte, tu n'es pas patriote. Je suis patriote, je suis plus patriote que toi parce que je me soucie de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de la Constitution. Vous ne pouvez pas applaudir ce qui se passe au Venezuela et vous dire américain. Point final, pas de débat, aucun. Il n'y a pas de débat. Je veux dire, pour être franc, Maduro, les tribunaux n'ont pas compétence. S'il y a un espoir pour l'Amérique. Et j'ai écrit un article intitulé « La bataille de New York », et je dis que, essentiellement parce que nous avons un président agi en dictateur, un mépris total pour la Constitution, parce que nous avons un Congrès qui lui permet de faire cela, le seul recours qui nous reste, ce sont les tribunaux. Et donc maintenant, nous avons un juge de 92 ans qui est en train de juger Maduro. Ce juge est le même gars qui a signé l'acte d'accusation de 2020. D'ailleurs, donc déjà, vous savez, le système judiciaire est un peu compromis. Il n'est pas autorisé à entendre cette affaire. Il n'a aucune compétence que ce soit au regard de la Constitution. Et la seule façon pour notre pays de survivre est que le juge reconnaisse cela et rejette l'affaire avec préjudice et libère Maduro, parce que nous n'avons aucune compétence sur Nicolas Maduro, aucune. Et je peux vous donner un exemple. Il y a un cas de la Cour suprême, je crois que c'était des flics du New Jersey qui étaient. Laissez-moi comprendre ça, ou peut-être que ce sont des flics de Pennsylvanie en poursuite d'une personne qui traverse la frontière de l'État du New Jersey. Les flics de Pennsylvanie le suivent puis le détiennent,
fouille la voiture et trouve, je suppose, de la drogue ou quelque chose, et l'arrête. L'affaire est rejetée. Je veux dire, le gars avait les drogues, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les flics de Pennsylvanie n'ont aucune juridiction sur ce type. Ils ont fait un contrôle illégal, une arrestation illégale, une fouille illégale, et donc tout ce qu'ils ont fait a été rejeté pour des raisons de procédure. Peu importe si les États-Unis pensent qu'ils ont un dossier sur Nicolas Maduro, nous n'avons aucune juridiction. Mais l'autre chose, c'est que nous avons découvert qu'il n'y a pas de dossier. Franchement, c'est incroyable. Vous savez, Pete Hegseth justifiait le meurtre, la destruction de navires en parlant du cartel de Los Sol. Vous savez, le cartel du soleil. C'est vrai. Il faut stopper ces cartels de Los Sols, il faut les anéantir. Le cartel de Los Sols est une menace existentielle pour les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en guerre avec le cartel de Los Sols. Maintenant, nous avons arrêté Maduro et le ministère de la Justice dit « Oh, il n'y a pas de cartel de Los Sols. Nous l'avons juste inventé. Ça n'existe pas. » Eh bien, ça a effectivement existé. Il a été créé en 1989 par la CIA, qui a soudoyé un général vénézuélien pour transporter 22 tonnes de cocaïne aux États-Unis au nom du gouvernement américain. Nous le savons. Encore une fois, tout cela pue, tout cela est illégal. Et pourtant, tout le monde applaudit comme si c'était la meilleure chose depuis l'invention de la tranche de pain. C'est une humiliation nationale d'avoir Pete Hegseth là-haut, vous savez, à faire n'importe quoi et vous découvrez. Pete, tu vas jouer avec le feu et tu vas le payer. Je veux dire, piraterie, un acte de piraterie, yo-ho et une bouteille de rhum. Est-ce que c'est ce que la garde côtière est devenue? Je veux dire, ce sont des moments troublants en tant qu'Américains. Et je ne sais pas si nous pouvons encore nous appeler Américains, car le terme américain se rattache à la République constitutionnelle qui est notre nation. Et quand nous sommes totalement détournés et avons abrogé la Constitution, nous ne sommes pas Américains. Je veux dire, nous pouvons nous appeler les États-Unis d'Amérique. Le symbole du drapeau, pourtant, n'a pas de sens parce que le drapeau est un symbole de notre nation et notre nation est définie par la Constitution. Et quand nous disons que la Constitution n'a pas d'importance, que la loi n'a pas d'importance, alors qui sommes-nous? Que sommes-nous? Je veux dire, allez, Américains, regardez-vous dans le miroir. Des gens sont morts en défendant cette Constitution. Les gens ont versé leur sang pour que vous puissiez avoir le privilège de vivre dans une nation gouvernée par l'État de droit et vous le jetez à la poubelle parce qu'un culte de la personnalité narcissique et orangé a décidé qu'il n'en savait plus que quiconque. Donald Trump est l'homme le plus stupide et le plus corrompu de la planète. Il ne sait pas mieux que quiconque. Il se trouve simplement qu'il est le leader de la nation la plus puissante de la planète, donc il utilise cette force pour s'en tirer. Mais les idées sont toujours plus puissantes que les muscles. Et l'idée de l'Amérique, le concept de l'Amérique, la promesse de l'État de droit devrait l'emporter si nous le permettons. La puissance de notre pays ne réside pas dans la force militaire de nos forces armées. La puissance de notre pays réside dans le potentiel que nous avons parce que nous sommes une nation de loi, de l'État de droit. Et si nous laissons ce système faire son travail, nous sommes la nation la plus puissante de la planète, car lorsque nous brillons comme ce phare de justice, les gens se rassemblent autour de nous. Il y a une raison pour laquelle les gens viennent en Amérique. Il y a une raison à ça. Pas à cause de ce que nous sommes réellement, parce que nous sommes un peu une fausse sceptique. Parfois, vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Beaucoup de PR, je viens de traverser le pays, et j'ai passé beaucoup de temps à revoir l'histoire sordide des États-Unis et des Indiens d'Amérique. Vous savez ce que Kit Carson a fait aux Navajos, vous savez, le général. Andrew Jackson et toutes ces vieilles saletés. Ouais, eh bien, je suis allé à Muskogee. Près de là, il y a en fait une petite ville indienne où je suis allé au musée du Sentier des Larmes, géré par la nation Cherokee, et j'ai revu cette histoire terrible. Je suis allé au canyon de Palo Duro où le général Mackenzie a massacré le troupeau de chevaux Comanches, forçant les Comanches en 1878, je crois, à finalement se rendre à la volonté de l'homme blanc. Je veux dire, vous savez, notre histoire avec les Indiens d'Amérique est horrible. Nous, notre histoire avec l'esclavage est horrible. Notre histoire des droits civiques, nous luttons. Je veux dire, l'Amérique n'est pas du tout parfaite, mais nous avons une constitution qui énonce des principes fondamentaux et qui est amendée si nécessaire pour accorder des droits aux gens. On allait dans la bonne direction, mais plus maintenant. Maintenant, nous avons fait marche arrière totale. Nous avons permis que tout fondement de droit et de justice qui avait été construit au cours de presque 2,5 siècles soit sapé. Tout l'édifice est sur le point de s'effondrer. Et si vous êtes Américain et que vous n'êtes pas honteux de cela, vous n'êtes pas un Américain. Franchement, pas un Américain. Je ne vous contredirai que sur une chose. Vous avez dit que Donald Trump est la personne la plus stupide d'Amérique. Je choisis Pete Hegseth. C'est serré, mais c'est difficile d'être plus stupide que ce gars-là. Ah, l'Amérique, ouais, nous sommes bons.
Je ne peux même pas le regarder. Je dois éteindre les infos quand je vois ce type. Mon Dieu, quel idiot. Bref, parlons un peu plus de ça. Allons, vous savez, allons en Ukraine. Je déteste penser à ces types. Et vous savez quoi? Rubio est stupide, mais d'une autre façon. Il est stupide, mais c'est un genre différent de stupide. Les gens lui posent des questions et il a ce genre de réponse fade. Oui, nous allons prendre. Et tu le regardes juste et tu te dis, tu sais qu'il est un, là où S est un stupide manifeste. Ah, tu vois, Rubio est juste un genre de stupide méchant, vide, sans substance. Il dit des choses, mais il n'y a aucune substance derrière. Je ne peux plus parler de ces types. Je vais me pendre. Parlons d'autre chose pendant une minute. Scott, ça me rend fou. La coalition des volontaires, ils ont dit, Scott, même si entre eux, ils ne pouvaient pas rassembler 2000 soldats, chacun entre vous, la France et les Britanniques, même s'ils l'ont reconnu devant le DOCA. Jeffrey Sachs, qu'ils ne pouvaient envoyer personne sous aucune circonstance parce que leur gouvernement s'effondrerait immédiatement. Maintenant, ils disent, oh, nous allons envoyer 15 000 soldats que nous n'avons pas en Ukraine. Dès que ce sera fini, nous les enverrons là-bas. Et voici mon interprétation. Ils savent que la seule chose à laquelle les Russes ne consentiront jamais, 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 c'est cela. Donc, ils disent simplement cela pour qu'ils puissent contrecarrer toute possibilité qui n'existe même plus d'une sorte d'accord, parce que les Russes doivent gagner, et les Russes gagnent, et les Russes gagneront. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est cette coalition des volontaires. As-tu vu qui d'autre était là pour les États-Unis? Non. Steve Witkoff et Jared Kushner. D'accord. Et pourquoi j'en parle, c'est tout d'abord, qui diable sont-ils? Ce ne sont pas des diplomates ni des spécialistes de la Russie. Ils sont certains je veux dire, je déteste dire ça de Witkoff, mais il s'expose à être juste un autre promoteur immobilier corrompu, Jared Kushner. Nous savons que c'est un homme sans âme à cause de ce qu'il fait à Gaza. Et ce sont vous savez, deux personnes qui ont rencontré Vladimir Poutine grâce à Kirill Dmitriev, vous savez, le point de contact désigné par Vladimir Poutine pour les aspects économiques de la résolution post-conflit entre les États-Unis et la Russie. Pourquoi est-il important que ces deux hommes soient en Ukraine à cause ou à la réunion de la coalition des volontaires? Je pense que c'était à Paris. Pourquoi? À cause de ce que tu viens de dire. Parce que la coalition des volontaires ne cherche pas à mettre fin à ce conflit. Ils cherchent à s'assurer que ce conflit ne se termine jamais. Pourquoi est-ce important pour Witkoff et Jared Kushner? Parce qu'ils n'ont aucune intention de respecter aucun des engagements qu'ils prennent concernant la coopération économique post-conflit. Cela n'arrivera jamais. C'est une façade, c'est une mascarade. Cela a été exposé comme tel. Mais vous voyez, ils continueront de promouvoir le concept de l'esprit d'encourage, l'esprit de l'Alaska, je veux dire. C'est ce que vous entendez encore et encore de la part des Russes. Les Russes font une erreur fatale. Je ne dis pas que Kirill Dmitriev a entrepris cela avec, vous savez, de mauvaises intentions. Peut-être croyait-il que Donald Trump était différent, que Donald Trump pouvait se comporter différemment. En faire, je l'ai cru un moment. Je pense que toi aussi. Nous fonctionnions dans l'espoir que ce type nous orienterait vers la paix, qu'il était généralement engagé envers la paix. Nous savons maintenant avec une certitude absolue qu'il ne l'est pas. Comment le savons-nous? Parce que Donald Trump a été complice avec les Ukrainiens dans la tentative de tuer Vladimir Poutine en décembre. L'attaque de drone. Il ne fait aucun doute que la conversation téléphonique que Trump a eue avec Poutine et la demande faite à Poutine de rester sur place pendant qu'il conférait pour le rappeler, pendant laquelle les drones ont attaqué, qu'il y a un lien avec cela. Les Russes le savent. Pourquoi? Les Russes ont récupéré des débris des drones. Les États-Unis diront non, ils ne cherchaient pas à toucher la résidence, quelque part à proximité. Les Russes ont fourni une puce aux États-Unis et sur cette puce se trouvent les coordonnées spécifiques de la résidence du président. Non seulement cela, mais la méthodologie utilisée pour guider le drone là-bas, les données saisies sont saisies d'une manière. Tout cela est fait par Palantir, soit dit en passant, un joli nom bien sûr, travaillant avec les Allemands pour créer un déni plausible. Mais Palantir, vous savez, ils utilisent des données open source. Mais ensuite, ils disent aussi qu'ils utilisent des données fournies par le gouvernement ukrainien, mais ces données sont des données fournies par la communauté américaine au gouvernement ukrainien. La façon dont ces données sont rassemblées, assemblées, la qualité des données, le moment associé à la collecte des données, indique que les États-Unis collectent ces informations, les traitent, les emballent pour pouvoir les charger sur cette puce. C'était un renseignement américain utilisé pour attaquer le président de la Russie, et les Russes le savent. Et ils ont donné cette puce aux attachés de défense américains sans un mot, mais ce qu'ils disaient, c'est « nous savons tout ».
Regardez cette puce. Nous savons tout. Ce qui signifie qu'ils savent que le président des États-Unis a essayé d'attaquer Vladimir Poutine. Maintenant, essayait-il de tuer Vladimir Poutine ou simplement d'envoyer un signal? Ça n'a pas d'importance. Point, c'est qu'il essaie de saper l'autorité de Vladimir Poutine parce qu'il discute avec lui du potentiel de paix, et ensuite il fait paraître Vladimir Poutine faible, puis il blâme tout sur Vladimir Poutine. Je suis mécontent de Poutine. Nous pourrions avancer avec Witkoff et Kushner. Il pourrait être, nous pourrions avoir ces grandes choses, mais Vladimir Poutine est l'obstacle, donc je vais lui imposer plus de sanctions. Et voilà de quoi il s'agit. Les États-Unis utilisent les sanctions non seulement pour affaiblir la Russie, mais pour créer une cinquième colonne à l'intérieur de la Russie. Vous voyez, dès que vous parlez de grand développement de l'Arctique, vous savez, ce n'est pas seulement Kirill Dmitriev qui parle à Witkoff et Kushner. Il retourne ensuite parler au Kremlin qui commence alors à envoyer des ordres dans l'Arctique pour élaborer des plans. Et donc, vous avez des gouverneurs et des maires et des chefs d'entreprise qui se réunissent et disent « Faisons des plans pour lorsque les sanctions seront levées. Comment nous allons extraire tout ce pétrole du sol? Comment nous allons construire cette ville? Comment nous allons faire ceci? Comment nous allons faire cela? » Et vous générez cet espoir d'une vie meilleure à tous les niveaux. Et puis quand Trump sort et dit « Ah, Vladimir Poutine, c'est sa faute », le but ici est d'amener les gens en Russie à dire « Attendez une minute, nous voulons devenir riches. Vous me dites que c'est la faute de Vladimir Poutine? » Et maintenant, vous créez cette cinquième colonne à l'intérieur. C'est tout l'objectif ici. La lumière s'est enfin allumée. Je pensais que Trump était différent. Il ne l'est pas. J'ai observé sa relation avec la CIA. C'est une relation méprisable. La CIA, enfin, vous savez, il y a eu un moment où je me mettais vraiment en colère contre John Ratcliffe, le directeur de la CIA. J'ai dit, c'est un opérateur rebelle. Il devrait être abattu parce que le président le dirige, vous savez, vers la paix. Et je me suis réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi Ratcliffe a permis à l'ancien officier du renseignement national de la CIA, de la communauté du renseignement, un analyste de la CIA, Grigas, elle s'appelle Julia Grigas. Elle était l'officier du renseignement national en 2016 et 2017. Elle a aidé à écrire l'évaluation qui disait que Donald Trump est de mèche avec les Russes. Elle sait que c'est un mensonge. Elle a fabriqué les données. Elle a déclaré qu'elle déteste Donald Trump et qu'elle veut le saper. Elle le considère comme un agent russe. Alors ils l'ont mise à l'écart pendant quelques années, mais ils l'ont ramené. Qui informait Donald Trump à bord d'Air Force One alors qu'il se rendait en Alaska? Julia Grigas. Elle l'informait sur Poutine et la Russie et l'intention, et elle déteste Poutine. Elle est russophobe, donc elle était là. Vous ne pouvez pas croire que Donald Trump était assis là à recevoir ces informations en route pour rencontrer Vladimir Poutine en disant « Parce que si j'étais Donald Trump essayant de mettre en place un accord de paix et que la CIA m'informe de la méchanceté de Poutine, je dirais les gars, je veux pas entendre ça maintenant. Ce n'est pas. » Mais Trump était informé parce que l'Alaska a toujours été un piège, toujours un piège. Donald Trump n'allait pas en Alaska pour conclure un accord. Donald Trump allait en Alaska pour tendre un piège à Vladimir Poutine, pour lui faire miroiter la promesse et la possibilité d'une vie meilleure si les sanctions pouvaient être levées, si un accord de paix pouvait être trouvé. Et ça a été un piège tout le temps. Et maintenant, nous savons que la CIA et Donald Trump sont sur la même longueur d'onde. La CIA attaque la Russie. Ils l'admettent. Encore une fois, vous avez déjà travaillé avec la presse, Garland. Combien de temps faut-il au New York Times ou au Washington Post pour rechercher et écrire l'un de ces articles approfondis sur la sécurité nationale? Cela prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de collusion qui doit se produire. Et le moment de la publication de ces articles est important. Pourquoi le New York Times a publié un article sur la CIA attaquant les champs pétrolifères de la Russie le même jour qu'il y avait une controverse sur les Ukrainiens essayant d'attaquer, et la CIA a dû intervenir et dire « Oh, non, ils n'essayaient pas de tuer. » Nous, eh bien, comment avez-vous su? Comment savez-vous? Parce que vous l'avez planifié. C'est votre opération. Et maintenant, le président aurait dû virer Ratcliffe sur le champ, aurait dû ordonner la fermeture du département de la direction des opérations. Au lieu de cela, il a dit « Non, je crois, mes gars, car c'est tout le même plan. Le gouvernement russe a été manipulé comme des imbéciles. Ce n'est pas grave. Ils veulent la paix. Je veux dire, ils ont déjà été naïfs. Minsk, ils se sont fait avoir à Minsk. Mais cela se reproduit et, vous savez, les gens doivent comprendre que les États-Unis ne cherchent pas une résolution pacifique du conflit en Ukraine. Les États-Unis cherchent à vaincre stratégiquement la Russie. Nous voulons affaiblir la Russie et nous utilisons les sanctions comme un moyen de créer un potentiel de vie économique meilleur en Russie si certaines conditions sont remplies. Mais Vladimir Poutine est l'obstacle. Nous essayons de créer une cinquième colonne pour provoquer des troubles en Russie. Espérons que les Russes sont au courant de cela.
Et je veux dire, j'ai parlé jusqu'à en perdre haleine, alors j'espère que quelqu'un l'écoute, prête attention. Les gars, je faisais ça pour vivre, je suis assez bon dans ce genre de choses. Je dis juste, je suis assez sûr d'avoir raison à 100% là-dessus. Et, et vous savez, si je vous savais, il y a Scott, si vous êtes en tant qu'Américain patriote. Pourquoi faites-vous cela? Parce qu'en tant qu'Américain patriote, je crois que mon pays est mieux servi en ayant de bonnes relations avec la Russie, que la Russie n'est pas notre ennemi, que nous ne devrions pas chercher à vaincre stratégiquement une superpuissance nucléaire, car à la fin, cela ne peut aboutir qu'à une chose, la fin du monde. Je suis un patriote qui veut que mon pays vive, survive et prospère conformément à l'état de droit, la Constitution. Je suis donc opposé à une mauvaise politique. J'étais opposé à l'invasion et à l'occupation illégale de l'Irak, je suis opposé aux activités illégales qui se déroulent au Venezuela, et je suis opposé aux opérations de changement de régime illégal en Russie. Et je crois que c'est mon devoir patriotique en tant que citoyen américain de m'exprimer contre ces politiques, tout comme Abraham Lincoln, ce grand patriote américain, s'est exprimé contre la guerre illégale contre le Mexique. Vous savez que Lincoln est allé à la tribune du Congrès et a défié le gouvernement des États-Unis de produire les preuves du lieu exact où le Mexique a attaqué l'Amérique. Il s'est avéré que les troupes américaines étaient en fait à l'intérieur du Mexique et que nous avons attaqué les Mexicains, que c'est nous qui avons commis l'acte d'agression qui a conduit à, vous savez, la guerre américano-mexicaine. Mensonge, 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 mensonge. C'est le devoir patriotique des patriotes américains depuis le tout début de cette République de dénoncer le gouvernement pour le crime de mentir au peuple américain. C'est ce qu'était toute l'affaire Ellsberg, des Pentagon Papers, devant la Cour suprême New York Times contre le gouvernement des États-Unis. Et le juge qui a statué en faveur du New York Times a déclaré que la liberté d'expression n'est pas quelque chose qui est contrôlé par le gouvernement. La liberté d'expression est un droit accordé par Dieu au peuple américain. Et la liberté d'expression est mieux exercée lorsque les gens dénoncent les mensonges du gouvernement, surtout lorsque ces mensonges peuvent conduire à la mort de soldats américains sur des terres étrangères. Et les gars, nous nous préparons à voir de nombreux soldats américains mourir sur des terres étrangères sans cause juste, sans raison valable. Et c'est le devoir patriotique de chaque Américain de dénoncer les mensonges qui nous dirigent, nous conduisent dans cette direction. J'essaie de trouver rapidement Tulsi Gabbard. Vous savez, quelqu'un que je trouvais génial. Oh, elle est merveilleuse. Oh, vous savez, elle va être différente, blablabla, n'est-ce pas? Et elle a publié un tweet qui a, vous savez, énervé beaucoup de gens, où elle a essentiellement dit, vous savez, après toute cette opposition au changement de régime, et Trump saura que blablabla ne fera pas de chèche. Et elle est sortie et a dit, vous savez, Trump a dit qu'il allait protéger nos frontières et nous protéger des drogues, et il le fait. Oh oui, parce que commencer une guerre et une indignation en Amérique centrale, ce n'est pas comme si cela allait pousser des millions de personnes à notre frontière. Vous savez, oh, vous savez, complètement déstabiliser la Colombie, le Mexique et le Venezuela. Bah, qu'est-ce que 20 millions, 40 millions de personnes de plus à la frontière? Ça ne nous dérangera pas, n'est-ce pas? Donc et elle dit, et nous protéger des drogues. Sauf qu'ils ont déjà admis que les drogues sont un mensonge, n'est-ce pas? Et donc elle dit, et c'était une opération parfaite. C'était une opération illégale. Donc voici le point essentiel. Et d'accord. Vous savez, arrive Kash Patel, qu'il va arrêter toute cette anarchie et éliminer l'État profond. Et maintenant, il parade avec sa petite amie gardienne. Vous avez Tulsi qui arrive et tout le monde dit Tulsi elle doit démissionner. Nous soutenons sa démission. Vous savez, vous regardez cela et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour ceux d'entre nous qui sont extrêmement sceptiques de regarder cela et de dire Biden était ici avec ses fous, vous savez, complètement fous, totalement fous. Sullivan et Blinken, des fous, des sociopathes, des psychopathes. Trump arrive avec des gens qui disent nous allons faire la différence. Nous allons arrêter ça, nous allons arrêter l'État profond. Même chose. Eh bien, non, pas vraiment, parce que les gens de Biden n'ont pas vraiment dit nous sommes des gentils. Ils étaient mauvais dès le premier jour. Ces gens arrivent et nous jouent la comédie et arrivent ex-Tulsi, tous groupe des escrocs absolus, des menteurs, des fraudeurs, n'est-ce pas? Je pense que le peuple américain, je dirais aux gens à ce stade, et maintenant, Trump dit, oui, mes ennemis sont Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie et Rand Paul. Ce sont tes ennemis et tu traînes avec un terroriste nommé Lindsey Graham. Donc, je pense que les Américains sont, je dirais. Si les gens me disaient, que devrais-tu faire? Je dirais voter pour. S'ils ne sont ni démocrates ni républicains, votez pour eux. Je me fiche qu'ils soient libertariens, je me fiche de quel parti ils sont. Si vous votez pour un républicain ou un démocrate, pour moi, vous devez être fou à ce stade. Le tout, ces gens ont menti. Tulsi Gabbard est une honte. Ils sont tous une honte.
Je suis en colère. Comme tu peux le voir, je suis furieux, mais Oh, moi aussi. Tu sais, c'est drôle. Je lis des commentaires que je ne devrais pas. On m'a dit de ne pas le faire plusieurs fois, mais je le fais. nous avons beaucoup de trolls et de bots ces jours-ci. Oui, je sais. Et je suis sûr qu'ils sont probablement payés 7 000 $. Ils publient leurs messages à 7 000 $. Ils sont payés, ils sont mieux payés que toi et moi. Exactement. Je peux te le dire, tu sais, mais ce qui est intéressant, c'est que parfois les gens disent, mais Scott, tu as voté pour Donald Trump. Tu es responsable de cela. Je veux juste rappeler à ton public pourquoi j'ai voté pour Donald Trump. J'ai voté pour Donald Trump parce que Joe Biden nous menait sur un chemin vers une guerre nucléaire avec la Russie. La CIA a informé le Congrès des États-Unis fin novembre, début décembre de l'année dernière, il y a tout juste un an, en 2024, qu'il y avait plus de 51% de chances d'une guerre nucléaire avec la Russie avant la fin de l'année. Lors de cette réunion d'information, des hauts responsables du Congrès présent ont dit que la chose la plus effrayante n'était pas la conclusion de la CIA, mais le fait que les hauts responsables de la sécurité nationale de l'administration Biden présents dans la salle ont dit « Oui, nous sommes prêts pour cette guerre et nous croyons que nous allons gagner cette guerre. » Donc, dès que quelqu'un dans un poste exécutif croit qu'il peut combattre et gagner une guerre nucléaire, cela devient la chose la plus dangereuse au monde. Et donc, j'ai fait de mon objectif d'essayer de mettre quelqu'un à la Maison-Blanche qui, au moins, exprimait une opposition à la guerre nucléaire. Et à cause des pressions que Garland Nixon, moi-même et d'autres, avons exercées sur le candidat Trump de l'époque. Sa campagne s'est en fait engagée en septembre 2024. À arrêter une guerre avec la Russie. Et vous savez, à éviter un conflit nucléaire et à promouvoir le contrôle des armements. Donc, en ce qui me concerne, j'ai voté pour Donald Trump et je défendrai ce vote pour toujours. Mais l'essentiel de la démocratie n'est pas de voter pour quelqu'un, puis de s'en aller. Vous les tenez responsables de ce qu'ils font. Et Donald Trump a été une déception singulière, une déception singulière. Je vais modifier ce que tu as dit parce que je crois que Donald Trump doit être arrêté à tout prix, et bien tout prix qu'il soit constitutionnel. La chose la plus constitutionnelle que nous puissions faire en ce moment est de donner aux démocrates et au Congrès le pouvoir de paralyser l'administration Trump, de commencer des procédures de destitution qui sont sérieuses, pas fabriquées, qui traitent de véritables problèmes constitutionnels, de mettre en procès tout le mouvement America First pour les 2 dernières années de l'administration Trump, pour l'empêcher de réaliser ses fantasmes délirants. Et puis en 2028, là j'adhère à la théorie de Garland. Nous, le peuple, pouvons prendre le contrôle très facilement. Ne votez tout simplement pas pour les démocrates ou les républicains. Purgez-les du système. Cela ne coûte pas d'argent. Allez simplement voter pour n'importe qui sauf ça. Et mettez simplement quelqu'un d'autre sur le bulletin de vote. Faites-en la reine de beauté locale, faites-en le roi du bal de promo. Je me fiche de qui vous élisez. Car quiconque vous élisez fera un meilleur travail que cela, ces gens. Nous devons briser l'emprise que les partis politiques ont sur. Vous savez, George Washington nous a avertis. Ne tombez pas dedans. Ne faites pas de parti politique. Cela détruira la démocratie. Eh bien, c'est là où nous en sommes actuellement, car aucun parti politique ne croit en la Constitution. La Constitution est un obstacle pour les 2 partis, et nous sommes une république constitutionnelle. Donc, lors de cette prochaine élection, j'encourage tout le monde à aller voter démocrate. S'il vous plaît, faites-les exploser dans les urnes. Faites entrer les démocrates au Congrès. Donnez-leur le pouvoir. Je veux dire, j'aimerais vous voir obtenir également une majorité de 60% au Sénat, afin qu'ils puissent réellement destituer et emprisonner ce culte de la personnalité au visage orange narcissique, semblable à Caligula, qui a pris le pouvoir dictatorial aux États-Unis. Tu es la plus grande menace pour les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, et il doit être arrêté. Thomas Jefferson parlait, vous savez que peut-être que l'arbre de la liberté doit être, vous savez, arrosé du sang des patriotes et des tyrans de temps en temps. Je ne promeux pas cela car c'est inconstitutionnel. Nous avons une constitution, nous avons des recours constitutionnels, et le plus grand recours constitutionnel en ce moment est de voter pour virer les salauds. Alors faisons cela. Paralysons Trump. Je veux dire, cela doit être notre objectif principal. Les gars, il n'y a plus de questions à ce sujet. Ils viennent de tuer par balle un citoyen américain innocent à Milwaukee, c'est ça? Oui, quelque part. Je ne sais pas où c'était. J'ai vu. Je l'ai regardé. Un meurtre pur et simple. Vous ne pouvez pas atteindre dans le... Vous êtes policier, d'accord? Comment arrêtez-vous quelqu'un? Ne devez-vous pas exprimer l'intention de détenir? Pouvez-vous, en tant que policier, atteindre l'intérieur d'une voiture et, vous savez, essayer de déplacer le volant et tout ça? Non, vous ne pouvez pas. Donc vous avez un policier qui, sans aucune autorité légale, atteint l'intérieur, essaie de prendre le contrôle de la voiture, déplace le volant de manière à harceler la fille pendant qu'elle conduit.
L'autre policier sort une arme et l'exécute. L'autre policier, pour l'exécuter, a dû avancer devant le véhicule. Pourquoi avance-t-il devant le véhicule? Il n'est pas autorisé à la détenir. Ce n'est pas un crime pour elle de bouger. Ils peuvent prendre le numéro de plaque. Et ils peuvent. Mais ils ont tué cette femme, ils l'ont exécutée en plein jour, et il y a des Américains qui disent que c'est acceptable. J.D. Vance dit que c'est acceptable. Ce n'est pas acceptable. L'Amérique est maintenant une nation occupée par des agents de l'ICE mal formés, brutaux, qui se couvrent le visage et exécutent des Américains en plein jour. Voilà ce que nous sommes devenus. Amérique, ce n'est pas juste, et nous devons arrêter cela. Donc constitutionnellement, j'encourage tout le monde à voter démocrate aux prochaines élections de mi-mandat, juste pour paralyser ce fils de pute à la tête orange, pour mettre fin à la capacité de son ridicule. Mandat de président a continué de nuire au peuple américain et au monde, et puis en 2028, votez-les tout dehors, chacun d'entre eux. Ne votez pas démocrate, ne votez pas républicain. Et ne votez pas pour des indépendants qui changent. Quiconque a un D et un R à côté de son nom, en ce moment ne peut pas dire qu'il est un I. Non, faisons venir des gens totalement nouveaux. Ça ne peut pas être pire que ce que c'est. Ça ne peut pas être pire que ce que c'est. Et peut-être que nous pouvons nous préserver. C'est une pensée utopique, mais j'en ai tellement marre de tout le monde. Les démocrates sont aussi mauvais que les républicains. C'est juste que, dans ce cas, en donnant le contrôle du Congrès aux démocrates, ils pourraient être en mesure de mettre en place des freins et contrepoids sur un exécutif incontrôlé. Mais au bout du compte, vous ne pouvez faire confiance à aucun des deux partis pour détenir le pouvoir exécutif. Surtout maintenant que le Congrès a abdiqué tant de ses responsabilités, nous avons essentiellement créé un dictateur constitutionnel et c'est faux. Oui. C'est faux. Les gens oublient que c'est Joe Biden qui a mis une prime de 25 millions de dollars sur la tête de Maduro au départ. Celui-là même, il n'a pas voulu reconnaître son immunité souveraine. Vous savez, tout ce que nous voyons ici, c'est Barack Obama qui a modifié la loi Smith-Munson pour que la CIA. Vous savez, les gens semblent oublier que ce que nous voyons est un système bipartite où ils jouent des jeux d'opposition. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, et comme vous le dites, voici ce que je crois. Cette idée que vous allez voter pour Obama et que vous allez obtenir de l'espoir et du changement, vous savez, vous obtenez. Voici ce que vous obtenez de l'espoir et du changement. C'est une belle petite chose qui sonne bien. Vous entendez, je suis avec elle, ça a l'air super. Oh, et ça, grande belle construction MAGA, reconstruire en mieux. Je ne sais pas pourquoi ils aiment les B. Reconstruire en mieux, grande belle B. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous allez obtenir, ce sont des slogans. Mais à la fin, vous ne faites pas partie du processus décisionnel et ils se fichent de vous et c'est au peuple de décider. Une nation de moutons engendre un gouvernement de loups. C'est à nous de décider. Si nous continuons à obéir, à accepter tout ce qu'ils veulent et ensuite dire, eh bien, les démocrates sont dehors. Les républicains vont nous sauver. Les républicains sont dehors. Les démocrates vont nous sauver. Et tous les 4 ans, nous devons déterminer que nous n'allons tout simplement pas accepter ces choses. Et quand on en arrive à ce point et qu'il n'y a plus d'espoir, ou, excusez-moi, il n'y a pas d'espoir en eux. Il n'y a que de l'espoir en nous. C'est ma position. Emma, laissez-moi vous demander ceci. Je veux dire, et je pense que c'est parfait aussi, eh bien, la dernière chose que nous dirons, il nous reste environ 10 minutes. Les Européens, vous avez Jacques Beau. Que vont-ils dire de Trump? Que vont-ils dire à son sujet? Ils ont kidnappé Jacques Beau. Ils ont essentiellement kidnappé l'autre femme nommée Yevgenia. Ils ont essentiellement. L'ont-ils physiquement kidnappé? D'accord, peut-être pas. Mais ils l'ont matériellement kidnappé et il ne peut voyager nulle part. Il ne peut pas rentrer chez lui. Il ne peut pas. Ses voisins lui apportent de la nourriture et techniquement, ses voisins pourraient être accusés de violation de... Donc, ils disent à cet homme, vous êtes en prison, vous mourrez de faim et nous n'avons pas vraiment de charge contre vous. Donc, nous ne vous mettrons pas devant un tribunal. Nous dirons simplement que c'est une mesure corrective. Par conséquent, nous ne vous donnerons pas la possibilité de demander réparation. Alors, et ensuite, et la BBC, eh bien, nous ne voulons pas utiliser le mot kidnapper. Contentons-nous de dire saisi ou quelque chose comme ça. Alors, quand vous regardez les Européens, vous savez quoi? Ils vont prendre le Groenland. Même si je trouve ça criminel et tout le reste, allez-y, prenez carrément le Groenland. Prenez, je m'en fiche de ces gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, ils vont se plaindre de prendre le Groenland comme s'ils n'étaient pas impliqués dans chaque acte criminel. Regardez ce qu'ils font dans leur propre pays. Scott. Parfois, il y a une lueur d'espoir dans les nuages les plus sombres. Encore une fois, je suis contre l'exercice unilatéral par Donald Trump de la puissance militaire américaine en violation de l'état de droit. Et soyons très clairs, si les États-Unis prenaient des mesures sur le Groenland, militairement ou autrement, en exerçant la menace de la force, Ce qu'ils feront. c'est ce qu'ils font déjà. Oui, exactement. C'est une violation de la Charte des Nations Unies et donc une violation de la Constitution des États-Unis. Mais de toutes les choses, vous savez, quel est ce vieux dicton? Je pense que c'est Lennon qui l'a dit.
Donnez aux capitalistes assez de cordes et ils se pendront eux-mêmes. Vous savez, l'une des institutions les plus maléfiques sur la planète aujourd'hui est l'OTAN. C'est vraiment une institution dysfonctionnelle qui ne cherche que le conflit. Si, en envahissant le Groenland, nous semons les graines qui mènent à la destruction de l'OTAN, alors du bien sortira du mal. Et donc oui, j'encourage pleinement Donald Trump à annexer illégalement le Groenland. Faites-le dès que possible parce que ce sera alors la fin de l'OTAN et je serai très heureux. J'ai dit que lorsque Mark Rutte est devenu secrétaire général, il serait le dernier secrétaire général de l'OTAN, car l'OTAN ne peut pas y survivre. C'est dysfonctionnel, et nous le voyons en ce moment. L'OTAN est en guerre avec elle-même, et c'est magnifique. J'adore voir ça, parce que cela prouve simplement que l'OTAN n'a jamais vraiment été une organisation viable. Elle n'existait que pour exécuter les ordres des États-Unis. Et maintenant que les États-Unis cherchent à agir différemment, l'OTAN est incompatible avec nos buts et objectifs. Jacques Beau, vous savez, c'est un cas fascinant, parce que, vous savez, la genèse de cela est un règlement de l'UE qui a été adopté, je crois, à la fin de 2019 à cause du Covid. Il s'inquiétait de la désinformation liée au Covid. Et donc, il s'inquiétait de la façon dont l'information était utilisée, abusée, des conflits hybrides et tout ça. Mais c'est fascinant parce qu'en 2019, ils ont adopté ce règlement, mais ils ont dit « Nous n'avons pas encore trouvé comment l'appliquer. Nous allons travailler là-dessus. » En 2022, la branche des relations étrangères de l'UE, avec leurs experts en cybersécurité, a proposé une étude et ils ont élaboré ce concept appelé FIMI, F-I-M-I, qui est la manipulation de l'information étrangère. Et je ne sais pas ce que représente I, mais ils le listent parce que c'est le langage utilisé dans l'acte d'accusation de Jacques Beau. Il l'accuse de, vous savez, manipulation de l'information étrangère. Alors j'ai dit d'accord, curieux. Voyons de quoi il s'agit. Eh bien, ils en viennent à dire. Il ne s'agit pas de la véracité des mots, il s'agit du processus par lequel l'information est présentée. En gros, si le processus échappe au processus contrôlé par le gouvernement, c'est maintenant de l'information manipulée. Vous pouvez dire la vérité et être reconnu coupable sous FIMI, ce qui est exactement ce qui est arrivé à Jacques Beau. Vous regardez le seul cas qu'il soulève. Par exemple, le colonel Beau dit « Je pense que c'est Beau. Je ne pense pas. Je pense que le D. » C'est ça, Beau, oui. Je suis américain, donc je peux le prononcer comme je veux. Je dirais Bode. Vous savez, je suis américain, je dirais Bode. Je le prononce même comme ça. Eh bien, Je prononce le D, je ne sais pas. oui, sans vouloir t'offenser, Jacques. Vous savez, nous t'aimons bien, mais vous avez affaire à deux Américains, et nous écorchons tout, même nos propres mots. C'est vrai, en anglais américain, nous pouvons dire ce que nous voulons si la majorité des Américains l'utilisent. Webster l'ajoutera au dictionnaire. Oui, Nous avons littéralement la possibilité de créer notre propre langue au fur et à mesure, basée sur l'ignorance, pas sur l'intelligence. Mais je m'excuse. C'est Jacques Beau. Ils l'ont accusé de promouvoir le concept selon lequel l'Ukraine a commencé la guerre avec la Russie pour rejoindre l'OTAN. Et j'ai dit d'accord, eh bien vous savez, voyons si c'est vrai. Et j'ai parcouru les livres de Jacques Beau et effectivement, il a écrit un livre Russie-Ukraine, la dernière guerre ou quelque chose comme ça. Et il y a un passage où il énumère en détail factuellement comment il a, mais ce n'est pas Jacques Beau qui fait ces affirmations. Il répète simplement l'art de la guerre russe. Je pense que c'est ça. Et il utilise simplement les déclarations de Zelensky et d'Arestovitch et il les expose dans ses conclusions et c'est ce que c'est. Il a dit la vérité. Il l'a dit d'une manière qui a énervé les Ukrainiens et les promoteurs européens de l'Ukraine parce que c'était une vérité dite en dehors des processus contrôlés par l'Union européenne. Amanda Slowat, qui était la directrice des affaires européennes pour le Conseil de sécurité nationale de l'administration Biden, et faisait partie des personnes qui formulaient des politiques à ce moment-là, en 2022, lorsque l'opération militaire spéciale a commencé, a été piégée par Vovan et Lex, ces deux-là, des farceurs russes. Et elle croyait qu'elle parlait à un conseiller du président ukrainien. Et elle a dit, oui, vous savez, l'Ukraine voulait rejoindre l'OTAN, et il poussait pour ce conflit, et vous savez, nous aurions pu l'arrêter si nous l'avions voulu, mais nous avons pensé, bon, qui sommes-nous pour empêcher les Ukrainiens d'essayer de rejoindre l'OTAN? Donc nous avons laissé la guerre continuer. Mais en y repensant, peut-être que nous n'aurions pas dû le faire. Nous aurions sauvé beaucoup de vies si nous avions simplement dit non aux Ukrainiens. Tout ce que Jacques Beau a dit était vrai, factuellement vrai. Et l'Union européenne l'a sanctionné pour avoir dit une vérité dérangeante. Voilà. Donc je viens d'écrire un article pour mon bon ami Peter Hansler. Il dirige un forum. Tu as rencontré Peter. oui, un gars formidable. Et ils font Géo. Je suis désolé, Peter, je suis horrible. Soit Forum Géopolitica, soit Forum Géopolitique.
mais c'est une excellente plateforme pour l'analyse géopolitique et j'écris pour eux récemment. Donc, je viens d'écrire un article et le titre en français est Sanctionne-moi, enfoiré. Et je dis en gros à Caleb Call de me sanctionner parce que voyez-vous, je suis américain. Je ne suis pas suisse. Mon gouvernement ne va pas céder. Lisez la stratégie de sécurité nationale des États-Unis et écoutez les déclarations des Américains, des gens comme GD, Vance, le président, Marco Rubio et d'autres. Si l'Union européenne ose sanctionner un citoyen américain pour avoir exercé sa liberté d'expression, les États-Unis s'abattront sur vous comme la colère de Dieu. Et vous savez, sur celui-ci, je suis favorable. Vous savez, parfois la force est bonne. La force exercée dans la poursuite d'une cause juste est bonne. Et défendre la liberté d'expression est toujours bien, surtout la liberté d'expression attachée à des institutions qui se disent démocrates. Oui, voilà, c'est ça, Forum Geopolitica. Pascal Koller, qui est mentionné dans cela, est un officier de l'armée suisse qui répète simplement les mensonges de Caleb Callas, et il le fait de manière inexacte, et il le fait d'une manière qui est... cela diffame Jacques Beau. Donc, je pense que Peter Hensler, qui a écrit cet article, demande que Pascal soit poursuivi pénalement pour diffamation et calomnie, et il devrait l'être. Mais voilà où nous en sommes. Jacques Beau il est suisse. Il est en Belgique. C'est loin de nos côtes. Mais c'est une bataille pour la défense de la liberté d'expression dans laquelle chaque Américain doit s'impliquer. Vous savez, si nous laissons l'Union européenne faire cela, alors elle devient vraiment l'ennemi des États-Unis d'Amérique, parce que nous sommes une république constitutionnelle fondée sur une constitution dont l'un des éléments fondamentaux est la liberté d'expression, et nous ne pouvons pas être alliés avec des nations qui ne partagent pas ces valeurs communes. Et en ce moment, vous avez littéralement l'Union européenne qui criminalise la divulgation de la vérité. Maintenant, vous savez, l'administration Biden a fait ça. Vous savez, RFK Jr. a été poursuivi 2 fois sous l'administration Biden et 2 termes juridiques intéressants en sont sortis. Désinformation et malinformation. La désinformation, il s'avère, n'est pas un mensonge. La désinformation est juste la vérité, racontée d'une manière qui dérange le gouvernement américain. Cela est contraire au récit du gouvernement américain. C'est de la désinformation, car la seule vraie information est le récit diffusé par le gouvernement américain. Peu importe que ce soit tous des mensonges. C'est de la désinformation si vous dites la vérité qui contredit le récit diffusé. La malinformation, mal signifiant mauvais, cette information est une vérité qui dérange le gouvernement américain. Ce n'est pas que c'est une mauvaise information, c'est juste que vous racontez un récit qui dérange le gouvernement américain. C'est donc de la malinformation. Et les deux sont devenus des éléments de crimes reconnaissables par les procureurs, vous savez. Dire la vérité sous l'administration Biden était devenu un crime en Amérique, et c'est maintenant un crime dans l'Union européenne. Jacques Baudet a dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, et il est maintenant sanctionné par l'Union européenne. Ils sont vraiment les ennemis du mode de vie américain, et ils devraient être traités comme tels. Vous savez, je vais juste dire ça, pour tous ceux qui sont là, quand Scott a gagné, beaucoup d'entre nous se concentraient ou soutenaient constamment Julian Assange. Nous avons tous essayé de vous le dire. Nous avons tous essayé de vous le dire quand ils ont poursuivi Assange pour avoir dit la vérité, que c'était le chameau, vous savez, le nez du chameau. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans crime et avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint.
Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel sur